que je me mette sur l'enregistrement, voilà, et que je partage l'écran. Eh bien, je vais lancer donc officiellement ce dernier webinaire du mois de mai, donc sur les ateliers BP Consulting. Nous sommes dans l'atelier qui concerne les ressources humaines et la communication avec ses équipes. Nous avons la chance d'avoir pour la 3e fois consécutive Maître Caroline Orny, qui est avocat associé et qui nous fait part de ses lumières sur ce qui concerne justement le droit social. Et comme elle est conforme à notre esprit webinar et qu'elle ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, elle nous autorise à l'appeler Caroline. Et Caroline, je vais vous passer donc le relais pour que vous fassiez dans un premier temps une intervention sur des éléments que vous avez envie et besoin de nous communiquer par rapport à cette actualité. Et ensuite que nous ouvrions le traditionnel tour de table avec les questions-réponses, où je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans les starting blocks et qui sont d'autant plus impatients qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été envoyées par mail au préalable. Caroline, vous avez la parole avec grand plaisir et c'est à vous de jouer. Oui, merci, merci Bruno. Merci effectivement pour le partage LinkedIn. Je l'ai fait cet après-midi, j'ai repartagé effectivement la vidéo. Donc, merci de ce partage. Alors oui, il y a effectivement des choses qui ont changé. Alors un petit peu moins quand même que la semaine dernière, puisque quand on s'était vu la semaine dernière en visio, il y avait cette fameuse ordonnance Balai qui était tombée du 22 avril, publiée le 23, sur laquelle on n'avait pas encore beaucoup de recul, mais on avait quand même pas mal d'informations. Donc la première chose, je voulais revenir un tout petit peu sur cette ordonnance et sur les éléments qui ont été précisés par la ministre dans son jeu questions-réponses, qui a été mis à jour le 29 avril. Alors, je ne sais pas si vous le consultez en fait régulièrement, ce jeu de questions-réponses. La modification en fait qui a été faite le 22 avril est très abondante. Mais je pense que vraiment le focus que moi je voulais apporter, c'était concernant notamment les heures supplémentaires, puisque ça vous correspond vraiment à vous, votre secteur, puisque on en a parlé rapidement la semaine dernière, effectivement, au titre de l'activité partielle, peuvent être désormais pris en compte les heures supplémentaires. C'est structurel, c'est-à-dire les fameuses 39 heures que prévoit votre convention collective, ou que peuvent prévoir aussi des contrats de travail, sans même d'ailleurs la convention collective, à partir du moment où c'est prévu par un écrit, donc soit la convention collective, soit le contrat. On avait pas mal de questionnements sur cette prise en charge par le chômage partiel de ces heures structurelles, sur le calcul et surtout sur la rétroactivité. On en avait parlé assez longuement. Alors là, la ministre a précisé qu'effectivement, la prise en charge, c'est à compter du 12 mars. Donc, en fait, ça correspond effectivement au premier texte, ce que laissait sous-entendre l'ordonnance du 22 avril, mais on avait quand même un doute, parce que la façon dont c'était libellé, on pouvait avoir un doute. Donc, très clairement, en fait, les 4 heures supplémentaires sont prises en charge à compter du 12 mars. Simplement, il y a un problème pratique, c'est que quand vous allez les déclarer sur le site, vous ne pouvez déclarer que 35 heures. Donc, en fait, il faut retraiter la rémunération pour que ça rentre dans les 35 heures. J'imagine que c'est votre expert comptable qui fait ça et qui va savoir le faire très bien. Mais voilà, donc c'est juste pour ceux qui éventuellement le font eux-mêmes. Il y a une problématique pratique qui est normale, c'est pas chez nous que ça bug, c'est qu'on ne peut déclarer que 35 heures, mais c'est bien 39 heures qui sont prises en charge au titre de l'activité partielle. Ça, c'est la première chose que je voulais. Pardon, j'ai une petite allergie au pollen, donc j'ai la gorge un peu prise. Mais... Tant que ce n'est pas aux participants, tout va bien. Non, pas du tout. Et alors ça, c'est la première information que je voulais donner. La deuxième, alors peut-être qu'elle ne correspond pas à toutes vos situations, mais à certains seulement, c'est concernant les fameux arrêts dérogatoires qui ont basculé sur l'activité partielle aussi depuis le 1er mai. C'est-à-dire les arrêts qui étaient pour les parents qui avaient des gardes d'enfants, les arrêts dérogatoires pour les personnes vulnérables et ceux qui sont domiciliés avec les personnes vulnérables. Là, effectivement, on a eu une précision sur ce point également pour dire que tout simplement, les parents qui, alors c'est surtout là-dessus parce que les personnes vulnérables,
Et ceux qui sont domiciliés avec une personne vulnérable, c'était assez clair dès le départ. Il y a un certificat d'isolement qui doit être produit à l'employeur. Pour les personnes qui sont gardes d'enfants, qui ont des enfants à charge de moins de 16 ans, il faut simplement qu'ils renouvellent leur attestation sur l'honneur auprès de l'employeur. Ça a été redit dans le question-réponse. On pouvait avoir une question. Alors, tout va dépendre évidemment des établissements scolaires. Est-ce qu'ils vont rouvrir? Est-ce qu'ils ne vont pas rouvrir? À quelle date ils vont rouvrir? C'est l'attestation sur l'honneur qui fera foi. On pourra demander en tant qu'employeur, effectivement, une attestation aussi de l'établissement pour voir si celui-ci est bien ouvert ou pas. Et puis, il y a des fiches dédiées qui ont été publiées pour les apprentis, pour les salariés aussi en contrat de professionnalisation. Mais je dirais là, rien de nouveau. C'est simplement, effectivement, des publications qui ont eu lieu par le ministère. Alors, ça, c'était le premier point que je voulais faire d'abord sur, effectivement, ces modifications qui ont eu lieu. Une autre modification, là je sépare par rapport à l'ordonnance du 22 avril qu'on avait déjà vue, une autre modification uniquement pour ceux que ça ne concerne pas tout le monde, je pense. Je vous avais dit la semaine dernière, on attendait un texte concernant le raccourcissement des délais pour les avis et les consultations du CSE. Il est tombé, alors j'ai pas noté la date, c'est une ordonnance du 2 mai, je crois. Oui, c'est ça. C'est une ordonnance du 2 mai qui est tombée et qui vient effectivement préciser les délais raccourcis pour ceux qui ont besoin de consulter leur CSE en période donc de Covid et notamment de déconfinement. Toujours dans le déconfinement, dernière chose dont je voulais vous parler, mais qui vous concerne plus ou moins, puisque vous avez quand même vu les fiches métiers et puis des guides et des recommandations qui sont faites par vos fédérations. On a le protocole de déconfinement qui a été publié hier, indiqué par le gouvernement et qui concerne toutes les entreprises, quels que soient les secteurs. Donc on sait, alors ça vous concerne peut-être plus pour les staffs administratifs, on sait que par exemple, il faut, alors des détails très pratiques, mais vous avez très certainement vu ce matin ou cet après-midi, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez un webinaire dédié à ça, qu'il faut aérer les lieux 3 fois par jour, 15 minutes, etc. Enfin, des choses très pratiques, mais plus pour les staffs administratifs et moins pour des métiers très spécialisés comme des fonctions très spécialisées comme il peut y avoir dans vos métiers. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour les mises à jour. Deuxième chose, je vous avais dit dès, je crois, le premier webinaire que nous pourrions parler ensemble de l'après déconfinement. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on s'est focalisé un peu sur qu'est-ce qu'on va faire au moment du déconfinement, qui pour vous est un peu plus tardif que pour les autres secteurs. La question se pose aussi de qu'est-ce qui va se passer après ce déconfinement. Est-ce que dans vos secteurs où vous êtes toujours totalement fermés, sauf le secteur de la restauration qui effectivement peut faire de la vente à emporter, s'il y a des baisses de chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on va pouvoir y faire face? Alors, si vous permettez, Bruno, j'ai juste prévu de partager, j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer, mais une petite page comme la semaine dernière sur le partage d'écran. Alors, si je le retrouve, parce que bien sûr, je ne le retrouve pas. Je n'ai pas à vous permettre, parce que c'est vous la maîtresse aujourd'hui. Alors, la maîtresse ne trouve pas son tableau. C'est très embêtant. Bon, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, je vous l'enverrai, tout simplement. Et prenez votre temps, Caroline, prenez votre temps, parce qu'en fait, vous savez, tout le monde sait qu'on est en visio, on découvre tous un petit peu ces outils. Ouais, et donc, s'il faut 1 minute pour mettre quelque chose à l'écran, on a, Dieu merci, une espérance de vie qui dépasse la minute. Alors, simplement, la semaine dernière, j'avais bien retrouvé ma fiche, effectivement, qui apparaissait. Et là, je ne la retrouve pas. Un peu tentative, mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas où elle est passée, mais ce n'est pas très grave. Je vais quitter. Alors, je ne sais plus comment je quitte le mode partagé, parce que du coup, je vous vois. Alors, c'est pas très grave. J'avais simplement mis les titres, en fait. C'était pour que ce soit un peu plus joli, tout simplement. Je les enverrai en différé. Je les enverrai en différé. Bon, hein, voilà. C'est juste les titres. Première chose, en fait, effectivement, alors je vais commencer par le plus désagréable, puis après par des choses un peu plus agréables et plus peut-être dynamiques. C'est envisager, évidemment, s'il le faut, des licenciements économiques. Simplement pour attirer votre attention sur le fait que
Vous le savez, quand on veut procéder à un licenciement économique, il faut un motif économique. Il faut plusieurs choses. Il faut un motif économique, il faut qu'il y ait une suppression d'emploi ou une transformation de l'emploi. Et puis, il faut une procédure, bien évidemment, qui soit adaptée. Alors, concernant les motifs, vous savez qu'il y a 4 motifs: les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou la cessation d'activité. Alors, je ne vous parlerai pas des mutations parce que dans le contexte actuel, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On n'aurait pas de la cessation d'activité parce que c'est très désagréable et on ne va pas en parler. En revanche, je vais parler des difficultés économiques et de la sauvegarde de la compétitivité. Là, les difficultés économiques, en général, quand on pense licenciement éco, on pense difficultés économiques. Attention, attention parce que on a eu une loi il y a quelques années qui est venue nous préciser qu'est-ce que c'est des difficultés économiques. C'est très bien parce que ça permet effectivement d'avoir une vision un peu plus technique de qu'est-ce que c'est qu'une difficulté économique. En revanche, ça nous encadre un petit peu. Ça nous encadre et ça va faire que actuellement, sauf à démontrer en fait une perte de chiffre d'affaires dans les trimestres précédents, vous ne pouvez pas procéder à des licenciements économiques pour ce motif. C'est-à-dire que pour le Covid, je pense qu'il va falloir attendre quelques mois, voire plusieurs mois, pour procéder à des licenciements économiques pour difficultés économiques. Puisque pour vous donner des chiffres, par exemple, pour une entreprise de moins de 11 salariés, il faut justifier d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires sur un trimestre. Entre 11 salariés et 50 salariés, 2 trimestres consécutifs, etc. Donc, forcément, aujourd'hui, à 2 mois du début du confinement, on ne peut pas encore être dans des difficultés économiques qui sont reconnues par la loi. En revanche, si effectivement il faut quand même envisager malheureusement de se séparer de certains salariés, il y a un deuxième motif, celui dont je vous ai parlé également avant, c'est la sauvegarde de la compétitivité. C'est-à-dire que vous pouvez également procéder à des licenciements économiques pour sauvegarder la compétitivité de votre structure. Attention, pas pour baisser les coûts salariaux, attention, pas pour augmenter la compétitivité. Donc, il va falloir démontrer que sur le marché, effectivement, pour sauvegarder la compétitivité que vous avez d'ores et déjà, vous êtes dans l'obligation de procéder à ces licenciements économiques. Ce n'est jamais très facile, un licenciement économique. Certes, au niveau de la procédure, quand vous procédez à un nombre de licenciements éco, mais si vous procédez à peu de licenciements économiques, la procédure n'est pas tellement plus compliquée qu'un licenciement pour motif personnel du salarié. C'est surtout au niveau du motif économique qu'il faut bien travailler et bien monter le dossier pour qu'effectivement, après, le motif économique tienne la route si jamais il devait y avoir un contentieux prud'homal. Ça, c'est, je dirais, pour la partie la plus désagréable, c'est-à-dire les licenciements économiques. Deuxième chose dont je voulais vous parler en cas de difficulté économique, ce sont les accords de performance collective. Alors ça, c'est un peu moins connu et pourtant, je pense que c'est un outil qui est très pratique, c'est un outil de flexibilité. C'est un outil de flexibilité et qui est très souple dans la mesure où vous n'avez pas à justifier de difficultés économiques, de problèmes de sauvegarde de compétitivité, de quoi que ce soit. Vous avez à justifier de vouloir préserver ou développer l'emploi. Donc, on va beaucoup plus loin que sauvegarder la compétitivité. On va préserver ou développer l'emploi, première chose, ou répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Alors, répondre aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise, c'est très large. On peut mettre quasi tout et n'importe quoi dans ce motif-là. Et grâce à cet accord, vous allez pouvoir toucher à ce à quoi vous ne pouvez en général jamais toucher, c'est-à-dire le contrat de travail du salarié sans son accord. Vous pouvez procéder à des baisses de rémunération des salaires, vous pouvez procéder à des baisses de la durée du temps de travail des contrats de travail des salariés et vous pouvez également, je ne sais pas si pour vous ça ne correspond pas, mais déterminer les conditions de la mobilité professionnelle et géographique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de clause de mobilité dans le contrat si vous avez besoin de faire bouger des salariés. Donc, c'est un outil qui est très souple, qui vous permet de faire plein de choses que vous ne pouvez pas faire habituellement. Et pour ça, quelles sont les conditions? Donc, je dirais la condition sine qua non par laquelle vous devez passer, c'est de faire un accord d'entreprise. Faire un accord d'entreprise, attention, vous le savez depuis les ordonnances Macron, les accords d'entreprise, même si vous n'avez pas de délégués syndicaux, même si vous n'avez pas de CSE, même si vous êtes une toute petite entreprise de moins de 11 salariés,
vous pouvez faire un accord d'entreprise. Il faut simplement respecter, pour faire cet accord de performance collective, respecter les modalités classiques de négociation d'un accord. Vous avez des délégués syndicaux, vous passez par les délégués syndicaux. Vous avez un CSE, vous passez par les modalités classiques CSE. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Vous organisez un référendum avec vos salariés selon les modalités classiques ordonnance Macron de 2017. Alors, je pense qu'il bon, il y a d'autres conditions, mais c'est par exemple que si le salarié refuse soit la baisse de sa rémunération, soit ce que vous avez prévu dans l'accord. Après l'accord, vous allez pouvoir mettre dans l'accord tout ce dont vous avez besoin par rapport aux nécessités de votre entreprise. C'est vous qui le construisez, cet accord. À partir du moment où vous avez cet accord, le salarié, soit il accepte, soit il ne l'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, c'est un motif à part entière de licenciement. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que vous allez devoir abonder son compte professionnel de formation, personnel de formation, des choses comme ça. Mais c'est quand même un outil qui est extrêmement novateur, qui est extrêmement souple et qui vous permet effectivement d'éviter des licenciements économiques et de faire face aux difficultés que vous pouvez peut-être rencontrer après ce confinement, cette période de confinement. Donc, un outil, à mon avis, qui pour l'instant, en fait, n'a pas connu, en tout cas dans les petites et moyennes entreprises, peut-être le succès qu'il devrait avoir. Je crois que, alors il est entré en vigueur début 2018, je crois qu'on doit être à 250 à peu près accords de performance collective à l'heure actuelle, surtout des gros groupes. Mais encore une fois, ce n'est pas réservé aux gros groupes. Hein. Tous ces accords ont été créés par les ordonnances Macron pour justement permettre aux TPE, PME de bénéficier des mêmes moyens que les gros groupes. Voilà. Donc ça, un outil sur lequel je pense effectivement qu'il faut avoir dans sa boîte à outils après le déconfinement pour voir comment faire face à la situation. Troisième point sur lequel je voulais venir aussi, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup, tous, dès lors qu'on est employeur d'ailleurs, hein, c'est la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Responsabilité pénale du chef d'entreprise dont on entend forcément beaucoup parler, alors qu'il existe toujours, hein, vous le savez, mais qui risque d'être plus accru, c'est vrai, dans la période qu'on connaît, dans la période de déconfinement notamment, et de reprise, et ce pour plusieurs mois à venir, pas uniquement pour le mois de la reprise à mon avis, parce qu'on va être obligé de se réactualiser au fur et à mesure des mois en fonction de la situation sanitaire à laquelle on va devoir faire face. Alors, cette responsabilité pénale, elle est cumulable, évidemment. Alors là aussi, je vais revenir sur des choses un peu désagréables. Je suis désolée, les juristes parlent souvent des choses un petit peu désagréables, mais elle se cumule bien évidemment avec une action que pourrait faire un salarié contre vous devant le conseil de prud'homme, contre une action que pourrait faire l'inspection du travail, par exemple. La responsabilité pénale, c'est, comme son nom l'indique, aller devant les juridictions pénales. Et je dirais, c'est beaucoup plus désagréable à vivre finalement qu'un conseil de prud'homme. Peut-être moins parfois financièrement, ceci dit, mais psychologiquement, c'est souvent assez difficile à vivre lorsqu'on y va soi-même pour une faute qu'on a soi-même à endosser. Alors, cette responsabilité pénale, elle peut, de manière schématique, être engagée pour trois choses. D'abord, pour tout ce qui concerne les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité. Donc là, on est en plein dedans, dans la période actuelle. Ça veut dire que ça peut être des manquements, effectivement, au devoir général d'information et de formation. Vous savez que vous devez non seulement informer, mais aussi former vos salariés au port du masque, aux différents gestes qu'ils vont devoir effectuer dans leur fiche métier. Pas d'équipement, les lieux de travail pas équipés, mais c'est aussi peut-être ne pas avoir réagi à un droit d'alerte du CSE ou à un droit de retrait d'un salarié. Par exemple, un salarié vous fait un droit de retrait, il faut prendre en compte ce droit de retrait et réagir à ce droit de retrait parce que sinon, il peut y avoir une responsabilité pénale derrière. Les sanctions là sont très lourdes puisque c'est 10 000 € par infraction constatée. Donc, il suffit qu'elle soit constatée par plusieurs salariés, plusieurs fois, ça peut aller assez vite. Deuxième motif de responsabilité pénale, c'est, et je dirais là, c'est assez administratif, c'est l'oubli de la remise à jour de son document unique d'évaluation des risques. Donc ça, a priori, je pense que tous les intervenants ont dû vous le dire, c'est vraiment le pilier en fait du déconfinement. Les sanctions sont moindres, mais l'inspection du travail, en revanche, sur ce point-là, ne vous rattrape pas. Et puis enfin, mais je dirais là, c'est quand même
le summum, et en général, on n'y arrive pas, on espère ne pas arriver, c'est la mise en danger de la vie d'autrui ou la sécurité, l'intégrité physique et psychologique, psychique d'un salarié. Alors attention, intégrité psychique, on peut y être, hein, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, les risques psychosociaux doivent aussi être pris en compte dans ce déconfinement. Et pas uniquement, parce qu'on en parle beaucoup, pas uniquement pour les salariés qui sont en télétravail, hein, mais aussi pour les angoisses qui sont portées par les salariés qui sont notamment en contact avec le public. Alors, plusieurs modalités à cette responsabilité pénale, je ne viendrai pas sur les détails techniques, mais sachez que, contrairement à ce que parfois on peut croire, parce que c'est vrai qu'en pénal, il faut normalement une intention, mais en pénal, responsabilité en droit du travail, il n'y a pas besoin d'intention. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a une faute, il peut y avoir responsabilité pénale derrière. Ce n'est pas forcément une faute intentionnelle. D'où, et c'est là où je voulais en venir, d'où l'intérêt de soit mettre en place, soit de vérifier vos délégations de pouvoir. Est-ce que, effectivement, sur certains secteurs, vous avez délégué le pouvoir, votre pouvoir d'employeur, à un salarié, et est-ce que ces délégations de pouvoir sont effectivement faites en bonne et due forme, c'est-à-dire est-ce que votre salarié a la compétence pour le faire, a l'autorité pour le faire, est-ce que vous lui avez donné les moyens de porter cette délégation de pouvoir. Donc ça, je pense que ça va être un outil à vérifier aussi, alors plus pour les structures un peu plus grandes, effectivement, certainement, mais à vérifier, puisque à partir du moment où vous avez donné délégation de pouvoir à un des salariés et qu'elle a été faite en bonne et due forme, ce n'est plus vous qui êtes responsable, mais bien le salarié à qui vous avez donné la délégation. Alors, je m'interromps parce que j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas si c'est uniquement chez moi, mais j'ai un écran noir qui s'allume de temps en temps. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, Caroline. D'accord, on vous entend très bien et la vision est parfaite. Parfait. Alors, moi, j'en avais fini sur les points sur lesquels vraiment je voulais attirer votre attention. Je n'ai pas, en revanche, reçu de questions. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a pas eu, si je n'ai pas reçu les mails concernant vos éventuelles questions. Alors, on va le faire. Je répondrai au pied levé pour ce que je pourrais. On va le faire en direct live alors. D'accord. Et je pense qu'il y a quand même une tradition, et vous savez que dans nos métiers, on aime bien respecter les traditions. Et généralement, Stéphane ouvre le bal des questions. Parce que, évidemment, Stéphane a tout à fait préparé sa copie, si j'ose employer ce terme scolaire. Stéphane, je te laisse ouvrir le bal. Merci. Oui, merci Caroline. Vous avez parlé d'un outil. Pour toucher au contrat du travail. Quel est le nom de cet outil? Alors, c'est un accord de performance collective. Jamais entendu parler. Oui, je sais, c'est assez peu connu, c'est bien dommage parce que je pense que vraiment, encore une fois, c'est un outil qui est vraiment intéressant et dans plein de situations. Ouais. Il n'y a pas besoin de connaître de difficultés. Tu remarqueras, Stéphane, qu'on ne fait pas venir des intervenants qui vont nous servir du réchauffé et que le but, c'est aussi qu'elle nous éclaire. Oui, d'accord. Caroline, il nous manquait la semaine dernière un petit détail sur les conditions de prise en charge des jours fériés. Et vous deviez… vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors les jours fériés chômés dans l'entreprise habituellement. Alors, il faut faire une distinction entre les jours fériés qui sont normalement travaillés dans l'entreprise et les jours fériés qui sont chômés normalement dans l'entreprise, si on n'était pas en période d'activité partielle. Pour les jours fériés qui sont habituellement travaillés dans l'entreprise, ils doivent être pris au titre de l'activité partielle. Donc, si normalement, je prends par exemple le lundi de Pâques, si normalement dans votre entreprise, le lundi de Pâques, le salarié travaille, il faut le déclarer au titre de l'activité partielle et ce sera pris en charge au titre de l'activité partielle. En revanche, si habituellement c'est un jour chômé, si les salariés ou le salarié ne travaille pas ce jour-là, à ce moment-là, en fait, ça ne doit pas être déclaré. Alors moi, je vous avoue, j'ai essayé de faire ma demande d'allocation pour le mois d'avril. Il faut déduire en fait la journée, parce que chez moi, en fait, mes salariés ne travaillent pas le jour de Pâques, donc il faut déduire le jour de Pâques de votre demande d'allocation. D'accord. Est-ce que vous avez lu du nouveau en ce qui concerne les conditions de logement de personnel, de saisonniers, de stagiaires? Rien du tout. Non. Non. D'accord.
Les enfants, les parents qui ont des enfants à charge, c'est vrai qu'il y a encore une complexité et un flou par rapport à la gestion des enfants dans les écoles dans les jours ou les semaines à venir. Les parents qui ne peuvent pas se rendre dans nos entreprises parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Ouais. Donc, il faut qu'ils apportent une attestation sur l'honneur à l'employeur comme quoi ils doivent rester à la maison pour garder leurs enfants et on les déclare en chômage partiel. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous les déclarez en chômage partiel. D'accord. Est-ce Vous qu'aujourd'hui… avez 30 jours à partir du 1er mai, puisque c'est au 1er mai que les arrêts de maladie dérogatoires ont basculé sur le chômage partiel. D'accord. Qu'en est-il de la prise en charge du chômage partiel par le gouvernement? Il y a plusieurs dates qui varient. Est-ce qu'il s'est prononcé ou aujourd'hui c'est pris en charge qu'à quand? Non, alors il s'est pas prononcé, ou tout au moins il s'est prononcé de manière politique, mais pas encore juridique. C'est-à-dire que on a cru comprendre effectivement que, hormis votre secteur notamment, qui lui bénéficiera pour l'instant des conditions de chômage partiel comme c'est le cas actuellement, mais qu'à partir du 1er juin, effectivement, il commencera à y avoir progressivement en fait une prise en charge de moins en moins élevée. Alors, Dégressivité. Dégressivité, exactement. Ouais, merci Bruno. On ne passera pas au 1er juin au statut antérieur directement. Ça se fera de manière progressive. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments précis sur la manière dont ça va se faire. Je rebondis par rapport à ce que vous dites, Caroline. Ce sont des éléments qu'on a abordés aussi dans un autre atelier où il y a probablement aussi, à un moment donné, une partie, et parce que les finances de l'État ne sont pas, je dirais, inépuisables, et aussi pour favoriser une reprise économique de façon à ce qu'à un moment donné, il y ait des leviers qui puissent se mettre en place. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je vous avoue que j'ai une interrogation puisque le 1er juin, ça correspond aux 3 semaines aussi où le gouvernement a dit que le télétravail devait être privilégié lorsque cela était possible. Ceci étant, on a quand même un état d'urgence qui est prolongé jusqu'au 23 juillet et non plus jusqu'au 23 mai. Donc, je me pose un peu la question, effectivement, de la possibilité de combiner cet état d'urgence avec une dégressivité de la prise en charge de l'activité partielle, même s'il n'y a pas de lien direct. Mais c'est vrai que ça me semble assez peu cohérent d'avoir une perte de l'allocation partielle alors qu'on est encore en état d'urgence. Oui. C'est vrai que certains d'entre nous ont déjà des contrats saisonniers ou des promesses d'embauche en cours. Ces gens-là, pour moi, sont en chômage partiel. Malheureusement, on va rouvrir avec une situation dégradée. Malheureusement, on ne pourra pas employer tout cet effectif-là. Donc, on va pouvoir individualiser le chômage partiel, mais à un moment donné, s'il est plus pris en charge par le gouvernement, chaque entreprise devra faire les comptes. Et c'est là peut-être qu'on va aussi jouer sur les périodes d'essai qui ont été suspendues aussi. Oui. Oui, complètement. Alors, on espère en fait, puisque la date du 1er juin a été donnée pour une revue en fait de la prise en charge de l'activité partielle, ça correspond, sauf erreur de ma part, à peu près à la date où effectivement vous devriez pouvoir aussi procéder au déconfinement. Et j'espère qu'on aura à cette date-là des informations plus précises sur la prise en charge de l'activité partielle dans votre secteur. Puisque pour l'instant, la seule chose qu'a dit le gouvernement, c'est sauf HCR. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas si ça va être prolongé d'1 mois, de 3 mois, on n'en sait rien. Merci Caroline. Merci Caroline et merci Stéphane. Autre question? Alors, David. Je remets le micro. Bonjour Caroline. Par rapport au garde des enfants, outre l'attestation sur l'honneur, est-ce que le certificat médical peut être un faire-valoir ou il faut en plus du certificat avoir l'attestation sur l'honneur? Non, alors en matière de garde d'enfants, il n'y a pas de certificat médical. C'est l'attestation sur l'honneur des parents et à partir du moment où les écoles vont être ouvertes, on imagine qu'on peut effectivement demander aux parents d'avoir également l'attestation de l'établissement comme quoi ils ne reçoivent pas les enfants. D'accord. Okay. Mais si pour des questions d'organisation, parce que
j'ai fait un peu le tour des équipes. Il y en a qui ont des enfants sur 2 niveaux de scolaires différents. Alors, les groupes, ça va être des groupes de 10, avec soit l'une le matin, l'autre l'après-midi et la cantine au milieu ou pas du tout. Elle va se retrouver dans l'impossibilité de faire le yo-yo, d'aller chercher la fille, la récupérer, de ramener l'autre. Donc là, ça sera quoi? C'est ça, c'est l'attestation sur l'honneur, dire que je suis dans l'incapacité d'assurer mon travail. Oui. Mais en fait, c'est une question qui n'est pas tranchée parce que, et d'ailleurs, c'est la problématique que se posent beaucoup de parents et du coup beaucoup d'employeurs aussi, en se disant, ben, c'est pas réglé parce que en fait, le texte prévoit du blanc et du noir. C'est-à-dire, soit vous pouvez venir travailler, soit vous devez rester à la maison à garder votre enfant. En gros, s'il y a 2 enfants, effectivement, et s'il y en a un qui peut aller à l'école et pas l'autre, on va tenir compte de celui qui ne peut pas y aller. La problématique de la cantine, ça va être pareil. Ça va prendre le dessus, a priori. C'est ça qui va faire que le parent ne peut pas venir travailler. Ouais. Mais c'est vrai que le texte ne prévoit pas toutes les situations. Donc, on est un peu dans le noir et blanc et on n'arrive pas à nuancer vraiment les situations. Okay. Après, j'avais une autre question. Si on prévoit de faire une réunion de pré-rentrée, enfin de pré-ouverture, c'est comptabilisé comme du télétravail, entre guillemets? Oui. Même si on n'est pas sur site, hein, on le fait comme ça en visio. C'est du temps que les salariés… En fait, la définition du temps de travail effectif, c'est dès lors que le salarié n'est pas disponible pour ses activités perso. Donc, dès lors qu'il est en visio avec vous, il ne peut pas faire autre chose. Donc, c'est du travail. OK. Après, dernière question pour ne pas faire de l'ombre à Stéphane. Quelqu'un qui est susceptible d'être asthmatique. Alors, je parle du principe que la médecine du travail, là, dans ces dossiers, comme une personne à risque, mais si elle ne l'est pas et qu'elle me dit « je suis asthmatique », est-ce que j'ai obligation de faire une visite de préouverture de ma propre initiative ou Non. Alors là, l'asthme, alors c'est très bien comme exemple parce que là, pour le coup, on est dans les cases blanches et noires. L'asthme, en fait, est prévu comme un facteur d'aggravation des risques en cas de Covid. Donc, très clairement, c'est aux salariés. Alors, c'est à vous, employeur, de dire aux salariés, attention, si vous êtes une personne à risque d'infection grave par le Covid, vous savez qu'il y a le statut, effectivement, de personne vulnérable. C'est à vous, salariés, au pluriel, parce qu'il ne s'agit pas de s'adresser à tel ou tel salarié en particulier, sinon il y aura une discrimination. Donc, c'est à vous, salariés, au pluriel, de faire la démarche. Et donc, c'est au salarié, en l'occurrence asthmatique, d'aller voir son médecin et de demander un certificat d'isolement. Si le médecin ne lui fait pas, c'est que son médecin estime qu'il est apte à travailler. S'il lui fait, c'est qu'il ne peut pas travailler et il basculera dans le chômage partiel. OK. Voilà. Merci. Mais vous pouvez, alors après, vous pouvez, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, il faut travailler en accord avec la médecine du travail, avec votre service de santé au travail. Donc, à vous de voir aussi avec le médecin du travail ce qu'il en pense et s'il veut voir certains salariés ou pas. Oui. Mais sans vous demander pour tel ou tel salarié. Oui, tout à fait. Alors, s'il y en a qui veulent s'immiscer dans la battle entre David et Stéphane, ils sont évidemment les bienvenus pour leurs questions. Alors, oui, moi je veux bien. Alors, vas-y. Oui. Si je n'ai pas un taux d'occupation suffisant, est-ce que je peux laisser, par exemple, des femmes de chambre ou des spa-thérapeutes ou bien des cuisiniers en chômage partiel parce que la totalité de mon personnel ne me permet pas par rapport à mon taux d'occupation? Est-ce que j'en ai le droit ou est-ce que c'est discriminatoire par rapport à celles qui seraient en chômage partiel et pas les autres? Alors, ça ne l'est plus depuis l'ordonnance du 22 avril dernier. Avant, on ne pouvait pas faire ça, effectivement. Donc, vous étiez coincé, vous étiez handicapé par les textes. Aujourd'hui, depuis le 23, depuis la publication du texte, vous pouvez individualiser le chômage partiel. Donc, même au sein d'une même équipe, vous pouvez dire, vous, chômage partiel, vous venez travailler. En revanche, attention, il faut faire un accord. Vous ne pouvez pas décider vous-même. Enfin, décider vous-même si vous n'avez pas de CSE, c'est vous qui décidez, mais vous ne pouvez pas le faire comme ça sans suivre une procédure. Il faut faire un accord collectif pour mettre en place cette individualisation du chômage partiel. Je ne voudrais pas qu'elle se crêpe le chignon à la sortie de l'hôtel, hein, parce que la problématique aussi des femmes, ce n'est pas toujours facile. Oui, mais comme les coiffeurs sont fermés, elles ne vont pas se crêper le chignon pendant très longtemps. Ils rouvrent le 11.
Ah oui, j'ai mon rendez-vous mardi, attention. Hein. Ah oui, parce que les coiffeuses, elles commencent à appeler. Moi, elle m'a appelé pour dire est-ce que vous voulez un rendez-vous. Ah oui, pareil. Voilà. Christine, tu n'en as pas besoin. Merci. Oh, t'es gentil, t'as un amour. Donc, individualisation, oui, mais par rapport. Voilà. Et après, effectivement, il faut, alors il y a tout, on en a rapidement parlé la semaine dernière, mais il faut aller voir le texte parce que vous avez toute une série de conditions à respecter, en fait, pour éviter justement les discriminations. Donc, à partir du moment où vous respectez le texte, elles ne pourront pas venir vous dire il y a telle ou telle discrimination. Vous leur direz j'ai respecté le texte. Voilà. Et j'ai fait en fonction. Ce qui nécessite forcément de se pencher un peu sur l'organisation d'une part, mais ça de toute façon, sur un plan pratique, vous êtes obligé de le faire, mais aussi sur un plan juridique, être sûr qu'effectivement, il n'y a pas de discrimination qui pourrait être avancée par l'une ou l'autre. Mais une fois que c'est fait, vous n'aurez plus ce reproche-là. Et est-ce que je dois… Il nous est agréable aussi, Christine et Caroline, voilà, d'entendre aussi qu'il y a certaines souplesses qui arrivent. Sur certains documents, on dit on fait une attestation sur l'honneur et puis voilà, ça va quand même beaucoup plus vite, c'est plus confortable. Et là, effectivement, sur le régime pour qu'on ne soit pas en discrimination, c'est effectivement quelque chose qui ouvre aussi une possibilité aux chefs d'entreprise. Et à l'inverse, si je l'ai mise dans le chômage technique, tout d'un coup, ça propulse, j'en ai besoin, je peux la récupérer du jour au lendemain? Alors oui, mais il faut l'informer, mais vous pouvez la récupérer du jour au lendemain parce qu'à partir du moment où effectivement vous respectez quand même ce délai d'un jour en fait pour la faire revenir. Oui, elle s'organise. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Puisqu'il faut toujours, je dirais là, c'est simplement le principe fondamental du respect de la vie privée professionnelle. Elle est en chômage partiel, elle n'est pas en congé. Donc, vous pouvez la faire revenir, il faut juste effectivement qu'elle puisse revenir. Parfait. Attention, évidemment, je précise parce que voilà, le fait d'avoir basculé les arrêts dérogatoires en chômage partiel, à mon avis, ça risque de provoquer certaines confusions parce que il faut que l'employeur se rappelle pourquoi un tel et un tel est en chômage partiel. S'il est en chômage partiel parce que vous n'avez pas de travail pour lui, vous pouvez le faire revenir. Si en revanche, il est en chômage partiel parce qu'il est personne vulnérable, domicilié ou garde d'enfants, vous ne pouvez pas le faire revenir. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous faites revenir les gens, il faut bien que vous ayez dans la tête qui est en chômage partiel, pourquoi. Ok. Tu vas devoir faire un nouveau tableau Excel, Christine, et tu viens de prendre un point dans cette nouvelle battle. Merci. Merci. Alors, Florence Saint-Tropez. Bonjour Caroline. Bonjour, alors, j'ai une question dans le sens où je vais peut-être ouvrir le 30 mai, si tout va bien, et je voulais savoir éventuellement comme dit Bruno, par prudence, j'avais envie de faire juste un CDD saisonnier éventuellement d'un mois, qui après sera renouvelé. Mais parce qu'au cas où il y a de nouveau pandémie, enfin que sais-je, et qu'on doit tous refermer, au moins elle aura juste un contrat d'un mois. Alors, un CDD saisonnier d'un mois, ça me paraît un peu compliqué parce que la saison ne fait pas un mois. Donc, juridiquement, ça me paraît un petit peu compliqué. En revanche, je jouerais plutôt, et c'est ce que vous disiez Stéphane, je jouerais plutôt sur les périodes d'essai. Oui, parce que la jurisprudence, en ce qui concerne les contrats à durée minimale, s'entendent aussi autour d'une saison. C'est-à-dire que autant, quand tu dis on fait un contrat de 5 mois ou 6 mois pour la saison à durée minimale parce que tu ne sais pas si tu vas fermer le 15 octobre ou le 31 octobre, ça tient la route. Un mois qui peut être prolongé jusqu'à 6 mois, ce n'est pas trop dans l'air du temps non plus. Hein. Oui, même si… Ouais, d'accord. En fait, tout dépend de votre saison parce que si c'est la saison, je vois que vous êtes à Ramatuelle, c'est marqué en dessous de votre visage, forcément on pense qu'effectivement c'est la saison estivale. Ça peut être d'autres saisons, on peut avoir des saisons beaucoup plus courtes parce que ça correspond à des saisons par exemple de séminaires professionnels, de choses comme ça. Là en l'occurrence, ça me paraîtrait juridiquement trop risqué. Alors il y a d'autres CDD qui existent pour d'autres motifs. Vous le savez, dans votre secteur d'activité, il y a les extras. Il y a les surcroîts d'activité classiques, il y a beaucoup de choses qui existent au niveau des CDD. La problématique, c'est que si vous avez d'autres salariés en chômage partiel, ça me paraît très compliqué
d'avoir des CDD, par exemple, sur 3 d'activité. Donc, voilà, moi, je ferais plutôt un CDD pour votre saison comme habituellement. Et puis, la période d'essai sera rompue éventuellement. Alors là, il faut espérer, parce que vos fédérations, elles ont quand même pas mal travaillé pour les heures supplémentaires, pour plein de choses. Il faut espérer qu'effectivement, elles sont toujours en négociation. Il faut espérer qu'elles fassent entendre aussi cette particularité vraiment à votre profession. Eh bien, encore un point pour les plages de Ramatuelle dans cette nouvelle battle. Alors, autre question. Est-ce qu'on passe à la montagne? Est-ce qu'on change un peu? On va faire le Tour de France? Qui a une question à poser? Oui, alors Roger, le golfe de Saint-Omer. Oui, on va rouvrir le lundi prochain sur une activité sportive qui est le golf. J'avais déjà des salariés, tout le monde est en chômage partiel, mais certains, enfin 2 en l'occurrence, sont en télétravail et les jardiniers qui ont continué à travailler, je les faisais pointer et je leur paye leurs heures réellement effectuées au taux de 100%, et après le reste du temps étant chômage partiel, pris en charge par… on a fait la demande jusqu'au 31 décembre, qui a été acceptée. Là, le fait que l'établissement réouvre, est-ce qu'il y a une obligation? Vous aviez parlé d'un avenant à faire sur le site, ou je ne sais pas, parce que… Oui. D'accord. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut informer l'administration. Et ce qu'on sait, ça s'arrête là. Mais on sait aussi que sur le site sur lequel vous déclarez l'activité partielle, vous l'avez demandé et vous déclarez mois par mois pour demander l'allocation, il y a un onglet tout au début, avenant en fait. Et c'est cet onglet qu'il faut utiliser lorsque vous voulez modifier quelque chose dans l'activité partielle à laquelle vous avez recours. Donc, soit c'est le motif, on l'avait dit la semaine dernière, puisque le motif de l'activité partielle n'est peut-être plus le même. Là, c'est fermeture, après, ce sera peut-être difficulté économique, ou parce que, effectivement, vous voulez individualiser et ne plus mettre tous les salariés qui sont actuellement à l'activité partielle vont revenir travailler, tout au moins pour une partie du temps. Là, ils sont en chômage partiel total, c'est bien ça? Chômage partiel total, sauf ceux qui sont en télétravail où je paye les heures réellement effectuées avec un tableau de pointage. Ouais. Et pour les jardiniers, c'est pareil, un tableau de pointage où l'objectif, c'est que j'en prenne plus pour pouvoir réouvrir 7 jours sur 7, mais les laisser quand même au chômage partiel et leur payer que les heures que j'aurais réellement besoin pour limiter les coûts. Donc là, ils sont en chômage partiel total et vous voulez les faire passer en chômage partiel. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on recommande fortement juridiquement, effectivement, de faire cet avenant. D'accord. OK. Alors là, comme Roger est dans le golf, je ne vais pas lui dire one point dans la battle, mais je vais dire là, tu es one up sur un magnifique eagle. Merci. Autre question? J'aimerais bien savoir faire un eagle. Ça serait bien. Alors, autre question. Ah, sinon, je vais redemander au protagonisme habituel de reprendre le flambeau. La liste des risques au niveau de santé, elle est disponible à la METRA, la médecine du travail? Alors là, vous posez une colle, j'en sais rien, mais ce qui est certain, vous pouvez le trouver sur Internet, en fait, sur le site du ministère du Travail. C'est le Haut Comité scientifique qui a fait cette liste. D'accord. J'imagine bien qu'à la médecine du travail, ils ont le texte, mais je ne veux pas vous dire oui sans en avoir la certitude. Je passe la main à David. Quel gentleman, Stéphane. J'avais, juste, Caroline, on avait parlé pour une reprise partielle ou totale, si j'ai bien compris, de faire un référendum, c'est ça? Si on n'a pas de CSE pour la reprise de l'ouverture, c'est ça? Alors c'est surtout si vous voulez individualiser le chômage partiel. Si vous voulez en laisser certains au chômage partiel ou au chômage partiel et d'autres, vous voulez les faire basculer sur une activité normale. Là, il faut effectivement faire un accord. Donc, soit vous avez, alors vous en l'occurrence, je le sais, comme vous n'avez pas de CSE, il va falloir faire un référendum auprès de vos salariés. Alors, comment on fait? On fait tout simplement, on rédige l'accord soi-même.
Alors, vous pouvez le faire parce que le droit dit forcément, vous n'avez pas de gens pour négocier en face. Donc, vous pouvez quand même établir un dialogue avec les salariés parce que le dialogue est bon. Mais en réalité, c'est l'employeur qui rédige l'accord. Il l'envoie aux salariés. Alors, normalement, c'est 15 jours avant. Je n'ai pas vu dans le texte qui est passé pour les délais raccourcis de CSE si effectivement ce délai est raccourci ou pas. Il semble que non. Mais normalement, c'est 15 jours. On pense qu'il y aura quand même une tolérance. Ceci dit, vous avez un peu de temps, vous, parce que vous avez un déconfinement plus tardif. Et ensuite, il y a un vote. Et il faut que 2/3 des salariés soient d'accord. C'est les modalités classiques d'un accord collectif dans une entreprise sans CSE, sans DS. C'est comme l'Assemblée générale extraordinaire. Vous appelez bientôt. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Okay. En tous les cas, tout le monde sait que David est très bien conseillé. Voilà. Puisque la ville de Toulouse est très bien couverte par Caroline Maître-Orny, mais sa territorialité va au-delà de la ville rose. Voilà, à bon entendeur. Merci Bruno. Autre question? Oui, alors Catherine Paul, Chambre de commerce et d'industrie du Var. Oui. Alors, justement, je rebondis sur les propos de Caroline et la demande de David concernant la mise en place des accords collectifs d'entreprise pour les sociétés qui n'ont pas de CSE. Je suis sur une cellule hotline et donc on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont complètement démunis là-dessus. Est-ce qu'il existe des ressources pour rédiger des accords juste à compléter pour lesquels ils pourraient s'appuyer, des ressources documentaires donc qu'ils adapteraient ensuite à leur établissement, des modèles de mail pour consulter leurs salariés en leur demandant de voter, etc. Voilà, un petit peu tout comment le vadémécum pour réussir à mettre en place un accord collectif d'entreprise pour quelqu'un qui est tout seul dans sa boîte à gérer tout, quoi. Voilà. Caroline, est-ce que vous me permettez juste à ce stade de l'intervention voilà, de rappeler par rapport aux règles du jeu qu'on avait fixées aussi au démarrage, c'est-à-dire que l'ensemble de ces consultations ne peuvent pas non plus être infinies, d'accord? Alors évidemment, il peut y avoir des choses dérogatoires. Si tu connais, Catherine, quelqu'un qui est voilà, une petite société qui est en grande difficulté, on est aussi sur le côté humain. Sinon, il faut savoir qu'il y a des possibilités voilà, d'avoir recours au service de Maître Orny voilà, par rapport à des consultations qui sont… Pourquoi je te le dis, Catherine, c'est parce que comme notre conversation est enregistrée, même si toi, tu connais les règles du jeu, je préfère aussi le préciser pour ceux qui vont le voir en replay. Voilà, et de façon à ce qu'il puisse y avoir soit une consultation temporaire ou soit, à un moment donné, un abonnement par rapport à ces questions. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Bruno de cette précision. Et alors non, déjà, honnêtement, je ne connais pas, mais surtout, c'est un peu dans l'esprit des ordonnances Macron, c'est-à-dire que la question, au moment des ordonnances Macron, on s'est posé la question de faire des espèces de contrats et accords à tiroir, c'est-à-dire où les TPE n'auraient qu'à remplir. Cette option n'a pas été retenue parce qu'on a voulu que justement, ce soit des instruments de souplesse qui soient vraiment adaptés à l'entreprise. Donc, il n'y a pas de ressources où il y a des modèles. Alors après, sur la procédure, je vous rassure, et vous pouvez rassurer les TPE et les TPE que vous connaissez, sur la procédure, ce n'est pas très compliqué. Et je dirais, il faut simplement avoir des moyens de preuve légaux habituels sur « j'ai informé les salariés », etc. On ne va pas leur donner d'avoir signé, par exemple. Voilà, par exemple. Mais c'est des choses très basiques, en fait, et qui ne changent pas par rapport à d'autres moyens de preuve dans d'autres procédures. Après, sur la rédaction d'accord, parce que finalement, c'est ça qui est plus compliqué, c'est la rédaction d'accord. Encore une fois, il n'y a pas de modèle où on peut simplement compléter. En revanche, il y a des accords. Tous les accords collectifs d'entreprise sont publiés. Ça, c'est aussi les ordonnances Macron. Tous les accords d'entreprise qui ont été passés dans toutes les entreprises sont publiés puisque les entreprises, lorsqu'elles font un accord collectif, elles sont obligées de l'envoyer à l'administration du travail. Donc, en fait, on trouve des accords qui sont déjà rédigés.
avec évidemment cette réserve que comme on peut faire beaucoup de choses dans ces accords, il faut faire attention à ne pas faire du copier-coller intégral. D'accord. Merci. Mais on peut s'inspirer. Voilà. Alors, Catherine, au titre des institutionnels, tu prends la tête de la battle. Voilà. Autre question? Alors, y a-t-il encore une question? Il nous reste encore au moins 2 minutes de temps d'antenne. Qui a dit que quand un sujet comme celui du droit social pouvait être un sujet rébarbatif? Je vois, malgré à un moment donné la complexité et parfois les enjeux qui peuvent être annoncés par Caroline, que tout cela se passe dans une bonne humeur et une franche camaraderie. Ça, je m'en réjouis. Autre question? Ceci dit, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu un feuilleton. On a l'impression d'être un peu dans Dallas dans les années 80, puisque tous les jours, on a des modifications. Pour vous dire, moi, j'ai fait le plan de déconfinement de mon cabinet hier. Et enfin, j'ai commencé avant-hier et j'ai terminé hier matin. Et j'avais à peine terminé. Il y a le protocole de déconfinement du ministère qui est tombé et j'ai dû remanier mon protocole. Donc, en fait, de demi-journée en demi-journée, on suit le feuilleton et on n'arrive jamais à être à jour totalement. Ben, chez nous, c'est les feux de l'amour. Après, c'est juste une question de culture. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais simplement repartager l'écran pour avoir les coordonnées de notre intervenante, que je remercie non seulement pour sa prestation d'aujourd'hui, mais pour celles qui ont suivi. Annoncer aussi à l'ensemble de l'Assemblée que je vais suivre la recommandation qui m'a été faite lors du webinaire précédent, c'est-à-dire que je mettrai en œuvre aux alentours du 15 juin, je n'ai pas encore la date, une autre session d'atelier webinar pour qu'on prenne des nouvelles des uns et des autres, parce qu'on sera plus proche d'une période où certains auront ouvert, où certains seront sur le point d'ouvrir, et on aura aussi besoin d'avoir des échanges d'expérience et de continuer aussi, non pas le rythme soutenu et de préparation qu'on a eu au niveau de ces webinars, mais voilà, je pense que ce serait effectivement dommage qu'on se quitte comme ça sur un fameux kiss and fly, pour reprendre des expressions plus aériennes. Et en tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer avec vous. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans la vraie vie ou autour de Visio. Prenez soin de vous, faites des très belles rentrées. La période est compliquée et ce sont les combattants qui vont reprendre le dessus. Et je vous dis à très vite et avec grand plaisir pour avoir participé avec vous à ces ateliers webinaires. Merci Caroline, merci tout le monde et à très bientôt. Merci Bruno, merci David aussi d'avoir permis cette rencontre et bon courage à tout le monde. Ouais, à bientôt. Ciao l'équipe. Bientôt. Au revoir.